La culture d'entreprise ne se décrète pas, ne s'impose pas pour la bonne et simple raison qu'elle s'est construite au fil du temps par des rituels, une histoire, des valeurs, des symboles, des tabous. Elle est le produit d'une création collective. Elle ne s'écrit pas, elle se vit comme un langage non verbal reconnu de tous. Elle s'observe à travers les comportements quotidiens de tous les acteurs. Est-elle pour autant figée? Non. Elle évolue en fonction des valeurs de chacun, des pratiques et de l'évolution de la société. Peut-on déduire qu'il est difficile de changer ou qu'il est possible de changer? Cette question est primordiale pour l'établissement car elle induit d'autres questions auxquelles il est important de répondre au préalable. Premièrement, pouvez-vous définir la culture actuelle de votre établissement? Autrement dit, comme en médecine, il faut pouvoir établir un diagnostic pour travailler avec la culture et non contre elle. Deuxièmement, comment, à partir de l'état actuel, atteindre l'état désiré, c'est-à-dire l'intégration de l'expérience patient? Troisièmement, les effets de cette nouvelle orientation seront-ils acceptés par les professionnels? Quels seront les freins? Enfin, quatrièmement, ce changement est-il faisable, réalisable? Quelle est son ampleur par rapport à la culture actuelle de l'établissement? Vous laisseriez-vous tenter pour réussir ce changement par une recette efficace? Identifiez tout d'abord tous les ingrédients et surtout ce qui vous manque. Vérifiez que vous possédez des compétences et le matériel adéquat. Contrôlez vos outils, adaptez la recette au nombre de personnes, respectez l'ordre de la recette. Commencez par prendre 4 œufs en prenant garde de ne pas faire une omelette. Le premier œuf est celui de l'engagement. Engagement de la direction, engagement du corps médical pour un changement choisi et non contraint, engagement des managers pour servir de relais auprès des équipes et engagement de chaque acteur dans sa pratique. Cet engagement individuel et collectif conduit à l'action qui co-construit une dynamique nouvelle. L'information asymétrique devient symétrique. Le patient, objet de soin, devient sujet. Le sachant s'intéresse à l'expérience et au vécu du patient pour œuvrer ensemble. Car le savoir sans expérience est théorique. L'expérience sans le savoir ne peut être mobilisée pour le plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle, au lieu de s'opposer, de se comparer, le savoir et l'expérience doivent s'ajouter pour être au service de l'humain. Dès ce premier œuf, la mayonnaise risque de ne pas prendre. En effet, l'engagement doit être réel et sincère. Passons maintenant au deuxième œuf. Le deuxième œuf, le œuf de l'échec, ou plus exactement, la peur de l'échec. Surtout lorsqu'on sait que 70% des projets de changement échouent. Cet œuf est donc à manier avec précaution. Changer demande des efforts et soulève des doutes. Changer pour quelle finalité? Quels seront les bénéfices? Les pertes? À quoi devrions-nous renoncer? Aurons-nous les moyens nécessaires? Cet œuf soulève la résistance des personnes au changement, accusées d'être à l'origine de l'échec du changement. Mais au lieu d'accuser la résistance, serait-il possible de cesser de vouloir convaincre du bien fondé d'un changement? Et si on apprenait aussi à écouter l'expérience salariée? L'ajout de cet œuf dans la recette est le plus délicat
car il peut saper l'effet du premier E. Le troisième E, le E de l'empathie. Chaque professionnel se reconnaît dans cette valeur. La difficulté réside dans la distance professionnelle, ce que l'on appelle la juste distance, ni trop près du patient, ni trop loin. La légitimation du vécu du patient est le point central de la relation empathique. Elle donne au patient la confirmation d'être compris, entendu dans ses pensées et ses émotions. La satisfaction des patients par rapport à l'attitude du médecin et des équipes soignantes est un élément central dans le suivi du traitement et leur confiance dans l'établissement. Cet E est un ingrédient fondamental car il est le liant de la relation humaine. Voyons maintenant le quatrième E, le E de l'expérience patient. Entendre et prendre en compte les feedbacks des patients, leurs ressentis, leur perception du service rendu. Identifier les moments de vérité pour améliorer la prise en charge tout au long du parcours de soins. Les pratiques et l'éducation des patients atteints des mêmes pathologies. Renforcer l'intérêt de la participation de ces patients et de leurs proches pour améliorer l'organisation. À ces 4 E, ajouter de l'écoute active, des relations de confiance, une communication transparente, de bonnes pratiques dans le management. Cette recette semble facile à exécuter. Mais entre nous, qui a su réaliser à l'identique une recette tant appréciée un jour chez un restaurateur? Et c'est là toute la... Vous voyez, c'est tellement subtil que j'en bégaye. Et c'est là toute la subtilité du changement dans la culture d'entreprise. Il ne s'agit pas de réaliser une recette ou de mettre en place des procédures, mais de faire en sorte que progressivement, tous les ingrédients de la réussite s'accordent avec créativité et humanitude, afin que la culture soit le produit de toutes les intentions de chacun, du désir d'évoluer, parce que l'expérience patient donne du sens à l'action, rend à chacun son utilité. L'intégration de l'expérience patient dans la culture d'entreprise ne doit pas être un phénomène de mode, de marketing, ou jugée être la dernière lubie de la direction. Elle doit être vécue comme une évidence parce qu'elle fait sens. Pour ce faire, cela requiert des espaces d'échange, de communication, de formation, auquel vient s'ajouter le facteur temps. La réussite de cette évolution dans la culture d'entreprise passe par quoi? Par un alignement individuel et collectif, avec de nouvelles valeurs, une volonté de faire, parce que le projet est jugé pertinent, donc acceptable.